Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'Œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, notre Moumou que le monde entier nous envie, n'est-ce pas? Diffusé sur le canal 165 de la Freebox, sur la chaîne YouTube du Média et sur notre site de mediatv.fr. Salut Moumou. Bonjour à toutes et à tous, salut à toi Théo. Alors on va commencer par les tops et les flops, mais disons qu'il y a un ou plusieurs préambules. Alors je vais deviner que tu en as 3. Eh bien écoute, tu lis dans mes pensées, c'est absolument troublant. Je lis sur ma feuille également. Oui, c'est même... On y va. Ne donne pas les secrets de nos recettes et de l'arrière-cuisine. Alors oui, le premier, alors c'est toujours très agréable. C'est pas la première fois. Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, donc le CDJM, a rendu un avis, donc il a été saisi par un téléspectateur, sur une séquence qu'on va voir, une séquence où Rachel Kahn raconte avec l'aval de Laurence Ferrari, qui est également pointé par le CDJM, va raconter absolument n'importe quoi. Et en plus, dans un sujet qui touche au fait que le député de Logu avait brandi un drapeau palestinien dans l'enceinte de l'hémicycle. Donc, on part de ce sujet-là pour arriver à ceci. Je vous laisse écouter. Je suis très triste, Laurence. C'est indigne de nos institutions. C'est pas que la France insoumise importe le conflit, c'est qu'elle installe le conflit et qu'elle installe l'antisémitisme. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire qu'Israël devait disparaître. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi, donc notre liberté d'aller et venir est entachée. Et on a ces personnes qui sont soi-disant nos représentants, qui nous mettent en sous-texte une cible dans le dos. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire qu'Israël devait disparaître. Donc, alors, le Conseil de déontologie, alors, qui ne fait qu'émettre un avis, il ne peut pas apporter de sanctions, voilà. Mais ça reste quand même un avis éclairé, et je trouve ça intéressant parce que, comme je le dis, je l'ai déjà dit ici, mais c'est pas simplement un avis personnel, c'est-à-dire que c'est pas l'avis de Mourad Guichard, on s'en fout éperdument. C'est un avis qui se base sur des choses, sur des règles déontologiques, sur des règles éthiques, et là, le Conseil de déontologie nous donne raison sur notamment le cas de Rachel Kahn. Donc, on peut dire officiellement que Rachel Kahn, en plus d'être plagiaire, je vous rappelle qu'elle avait piqué des chroniques pour se faire rémunérer sur Radio Classique avant d'être repérée et virée, c'est une menteuse, c'est une mythomane et c'est une raciste, puisque le seul but dans cette séquence, c'est de salir les musulmans. Et là, les musulmans, c'est pas une religion, hein. Les musulmans, ce sont des personnes incarnées qui ont une religion, mais ce sont des personnes, et donc c'est complètement délirant d'aller raconter que le Coran... entre le Coran et la création d'Israël, il y a plusieurs siècles qui les séparent. Donc le Coran n'aurait jamais, évidemment, je crois que c'est 600 et quelques après Jésus-Christ. Israël, c'est 1948. Enfin, genre, c'est complètement délirant. Et puis en plus, ça sous-entendrait qu'elle parlerait l'arabe, qu'elle comprendrait l'arabe. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et comme souvent, on se sert du taxi ou de la femme de ménage. Enfin, ça dépend, il y a des variantes comme ça, pour dire « Ah là là, soit c'est scandaleux, soit c'est des gens en bas de l'échelle sociale qui vont donner la bonne parole et qui vont appuyer des arguments. C'est une preuve d'authenticité avec des oui, énormes guillemets. Absolument. Ou alors donc pour dénoncer comme l'a fait Rachel Kahn. Donc je ne comprends. Alors en école de journalisme, on nous dit souvent ne commencez pas, s'il vous plaît, vos reportages à l'étranger par le chauffeur de taxi, parce que tellement de journalistes l'ont fait, parce qu'ils ont toujours considéré que c'était une parole, je veux dire, authentique et remplie de je ne sais quoi. Mais absolument. Il y a aussi beaucoup, et je terminerai là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de sketchs qui démarrent par cette histoire d'une étude norvégienne indique que voilà, personne n'ira vérifier cette étude, et simplement de dire une étude norvégienne, c'est un peu comme pour certains insectes, ou certaines bestioles. Dès que vous dites une araignée congolaise, ça fait flipper parce que c'est congolais, voilà, ou argentin, enfin ce que vous voulez. C'est toujours ça un petit peu... Ça déclenche des fantasmes. Exactement, qui vont pas forcément dans le bon sens. Absolument. Je voudrais remercier. Je l'ai pas fait la semaine dernière. Je l'avais
l'avais évoqué, mais je ne l'ai pas fait, je suis désolé. Nos amis d'Arrêt sur Image, nos amis confrères et consorts d'Arrêt sur Image, qui ont fait une longue enquête sur le cas Thomas Guénolé, donc il nous cite très largement, puisqu'il avait d'abord accepté, je vous rappelle, je vous invite à les revoir, mais il avait accepté de venir, et puis finalement, il s'était fait peut-être taper sur les doigts par la prod de TPMP, et du coup, il avait refusé. Et puis, il a une espèce d'habitude maintenant de fréquenter des lieux pas très fréquentables. Et donc, je vous laisse voir les conclusions qu'en tire Arrêt sur Image, à qui il n'a pas souhaité répondre au-delà du raisonnable. C'est à retrouver sur le site Arrêt sur Image, que vous allez voir d'ailleurs la capture d'écran présentement. La toute dernière chose, c'est dans les préambules, c'est un oubli. J'avais parlé de Event4 News la semaine dernière, donc on avait fait même le sujet principal sur Event4 News, donc la chaîne de propagande pro-génocidaire et communautariste, pour pas dire communautarée. Et en fait, j'avais oublié de préciser qu'elle était en plus valorisée par France Info, qui invite très régulièrement dans l'émission que j'apprécie avec un peu de relativité, Les Informés de France Info, où on parle de tout et n'importe quoi avec tout le monde et n'importe qui. Et en fait, ils invitent régulièrement un journaliste d'Event4 News, donc qui est mis à la même hauteur, au même niveau qu'un journaliste de la presse écrite, sérieuse, je pense à Libération par exemple, ou alors du service public, des chaînes du service public. Je trouve ça excessivement dangereux et regrettable. Et c'est parti pour les tops. Oui, alors on va faire un petit retour en arrière. Très récemment, Mathilde Panot était reçue par Nathalie Saint-Cric et elle va lui sortir un scud que j'avais pas vu arriver, mais qui m'a beaucoup fait sourire. Je vous laisse écouter, puis je le commente brièvement juste après. Démocratie. Voilà ce qu'on dit. Enfin, en matière de démocratie, le fonctionnement des LFI n'est pas forcément absolument admirable. Et vous savez très bien que l'image de Jean-Luc Mélenchon dans l'opinion n'est pas si... Oui, c'est quoi votre mais je suis candidat? quand même heureuse que vous le disiez vous-même de votre propre bouche que Jean-Luc Mélenchon de nouveau est un problème plutôt que vous l'écriviez sur un petit papier. Non mais vous savez, attendez, c'était simplement une question qui me venait à l'idée que je posais à Anne-Sophie Lavie. Vous pouvez continuer avec ça. J'en ai posé sur Sarah Knafo. J'ai fait ça. Simplement, il y a quelqu'un qui, par malveillance, a fait sortir celui-là. Quel est le Premier ministre que vous proposez? Alors, ce qui est intéressant, évidemment, mis à part le fait que Mathilde Panot fait allusion à une séquence qui nous concerne directement, on va voir une capture d'écran, puisque c'est nous qui avions révélé sur ce plateau que les méthodes et l'obsession de Nathalie Saint-Cric vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Alors, donc elle avait montré ce fameux papier qui a été repris énormément, qui est devenu un mème. Qui est devenu un mème où il mettait mes nudes dans mon profil, enfin des choses qui sont allées très loin, donc c'était assez drôle, puis on revoit ça de manière régulière et récurrente. Au-delà de ça, ça montre, je pense, que ce qu'a fait Mathilde Panot prouve que... Alors, elle parle de malveillance, donc elle sait très bien de qui elle parle. Puisque, Nathalie Saint-Cric. Oui, Nathalie Saint-Cric parle de malveillance par rapport au fait qu'on ait sorti cette affaire. Elle sait très bien de qui elle parle, puisque... Il y a eu un papier dans Libération où mon nom était cité et le média a été cité, ainsi que la chronique L'œil de Moumou. Donc elle sait très bien de qui elle parle. C'est que ça vient confirmer que la critique média vis-à-vis de ces gens-là est impossible. Ils n'acceptent pas la critique. À partir du moment où vous les critiquez avec des preuves à l'appui, ça devient de la malveillance. Et donc c'est un vrai problème et ça montre la difficulté qu'on peut avoir toutes et tous, que ce soit Arrêt sur Image, que ce soit Télérama, que ce soit Blast, que ce soit tous les sites et les médias qui font de la critique média, à pouvoir juste leur apporter la contradiction. Ils ne le supportent pas, ça devient de la malveillance dans le meilleur des cas. Alors, je ne sais pas quel type de musique t'intéresse, Moumou, mais en fait, tu t'es appesanti sur Julien Doré. Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour ce garçon. C'est pas tout à fait mon style musical. Alors, les fidèles de cette chronique savent très bien que j'écoute de la musique classique, notamment France Musique. Mais Julien Doré, je trouve que c'est un garçon extrêmement sympathique. Et j'ai eu le malheur d'offrir ce disque, son dernier disque en fait, à mon épouse. Alors, messieurs, ne faites jamais cette erreur parce qu'après, ça va vous coûter excessivement cher en timing, enfin en temps d'écoute. Mais il fait des reprises. Donc, il met, c'est drôle parce qu'il met, il n'y a que des tubes, évidemment c'est des tubes qui ont déjà été éprouvés, et il va reprendre notamment Les Démons de minuit, ce qui doit te rappeler, j'imagine, Théo, des souvenirs de vacances au camping des Flots Bleus, où tu t'éclatais avec des mojitos. Eh bien, il va poster sur les réseaux sociaux une vidéo de Mario Ramsamy. Alors Mario Ramsamy, c'est celui qui avait des tresses, le fameux chanteur d'Images, bien connu pour les gens des années 80-90, et
qui va dire qu'il n'a pas aimé cette reprise. En fait, face caméra, il va dire j'ai pas aimé cette reprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et donc ils vont la poster. Et puis Le Point, regardez, c'est extraordinaire. Le Point va en faire un sujet en disant que tout le monde n'a pas aimé. Loin de là, tout le monde n'a pas aimé la reprise par Julien Doré, donc cette chanson Les Démons de minuit, dans son dernier album. Et en fait, c'était une grosse connerie de promo de Julien Doré. Ils sont tombés dans le panneau. Donc ça raconte quoi? Une fois de plus, alors je m'acharne pas contre Le Point. Enfin, n'empêche qu'il y a un moment donné, il faut pas déconner. Ça prouve que Le Point ne vérifie pas ces informations, ne vérifient pas les sujets qu'ils traitent. Ils vont juste sur Internet, piocher des trucs et balancer dans le meilleur des cas, balancer des fake news sans même passer un simple coup de fil à Mario Ramsamy ou à Julien Doré. C'est pathétique. À la toute fin, ils mettent une petite phrase, à moins que ce soit un truc de promotion, d'autopromotion de Julien Doré, sauf que c'est pas le sujet du papier. Tout le papier, c'est pour dire que tout le monde n'a pas aimé, alors que il a un succès certain, Julien Doré, et je le salue à cette occasion. Alors, on passe à un top paradoxal. Oui, je veux... T'as replongé, Moumou? Oui, mais je suis suivi, je vais y arriver. Il faut juste que je profite des vacances de Noël pour vraiment 2 semaines d'immersion, pour aller voir un spécialiste sur ça, sur la question du top paradoxal. Là, ça concerne... Alors, je veux pas vous gonfler avec... je voulais surtout pas vous gonfler avec la couverture de la réouverture de Notre-Dame de Paris, LVMH, PPR. Non, je déconne, ça s'appelle pas comme ça s'appelle toujours Notre-Dame de Paris. Mais je voulais juste avoir un petit résumé que j'ai trouvé dans l'émission de Benjamin Duhamel, dans la couverture de Benjamin Duhamel, qui va, je pense, plutôt pas mal résumer l'enthousiasme délirant, débordant des médias français pour cet événement. Je vous laisse l'écouter. Alors que l'on voit un autre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, accompagné de son épouse Carla Bruni, de son fils également, Louis Sarkozy, alors que vous voyez ces images absolument sublimes. Le président de la République qui accueille l'un de ses plus lointains prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, et ces images magnifiques de la cathédrale éclairée. Alors là, on est sur une chaîne privée, mais je tiens à dire quand même que le pompon, c'est moins télégénique, mais c'était France Info, qui vraiment, à chacune de leurs interventions, ils étaient tellement enjoués qu'on aurait pu finir par un jingle « Alléluia ». À chacune de leurs interventions, c'était vraiment borderline pour... Alors c'est un bâtiment sur un plan patrimonial, évidemment que c'est super intéressant, que c'est une richesse du pays. Mais enfin, là ils sont partis un peu en live, notamment sur la messe de célébration qui pose quelques petits problèmes de respect de la laïcité, dont on reparlera peut-être un de ces 4. Laïcité, quel gros mot, Mourad. Alors, on continue avec les tops paradoxaux. Oui, alors celui-ci, il va à Géraldine Maillet. Alors, je vous avais dit que je parlerai peu de TPMP. Alors, je ne veux surtout pas parler du Tony Montana du PAF, le parrain de l'émission. Mais je voudrais quand même... Est-ce que ça m'a fait marrer? Je voudrais faire une dédicace à Louis Boyard. Louis Boyard, vous vous rappelez, il s'est fait insulter, conspuer. Ça a valu une amende assez lourde à l'émission et à la chaîne C8, parce qu'il l'avait traité de con, de machin. Il avait surtout dit je ne mords pas, donc comment Hanouna avait dit je ne mords pas la main qui me nourrit, en parlant de Bolloré, le patron de la chaîne et du groupe. Eh bien, Géraldine Maillet, très courageusement, va s'en prendre à son patron, donc à Bolloré, mais à son corps défendant. Je vous laisse écouter. Pourquoi, en fait, l'Afrique ne se développe pas? Moi, c'est-à-dire, je ne comprendrais pas. En fait, on a l'impression qu'on pille l'Afrique, quelque part, des travailleurs, des médecins et tout ça. Et je trouve qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que l'Afrique, OK, on peut l'aider, mais il faut que l'Afrique aussi se cède elle-même. Et il y a tellement de dirigeants qui sont corrompus, qui prennent l'argent et tout ça. Et c'est catastrophique. Et je trouve que ça, Gilles, ça devrait être ton cheval de bataille. D'accord. Voilà. Parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est pourquoi tous les dirigeants africains se goinfrent, vivent dans des conditions extraordinaires, ont des hôtels particuliers à Paris, roulent avec des Bentley, et leur peuple crève, en fait. C'est juste impossible. Ça, je vois Paris, il se trouve que je vois Paris. Ah oui, parce qu'en fait, Moumou, quand il y a un corrompu, il y a un corrupteur, et là, si tu suis le regard qu'on pourrait avoir, que Géraldine Maillet pourrait avoir si elle avait un peu plus de culture, ce serait problématique pour son patron.
Ah bah là, elle accuse carrément son patron involontairement, puisqu'elle a une culture elle a un plafond de verre qui est au sous-sol, mais je pense qu'elle mesure pas du tout ce qu'elle dit. Simplement, elle est en train d'apporter. Enfin, je pense qu'il y a même eu un malaise chez certains sur le plateau, parce qu'elle est en train de dire clairement que, comme tu dis, il y a corrompu et corrupteur, et que oui, qui est le corrupteur en chef en France aujourd'hui dans l'affaire France-Afrique, c'est évidemment Bolloré. Bolloré qui a essayé d'échapper à ses juges sur des dossiers de corruption au Togo et en Guinée en optant pour le plaider coupable, mais les juges n'ont pas validé ce plaider coupable et c'est peut-être pour ça qu'il s'est débarrassé de ses activités de logistique en Afrique tout en étant bien entendu continuant de surinvestir notamment dans les médias à travers Canal+ et dans le divertissement à travers son groupe Universal Music. On passe au flop. Absolument. Alors, au flop, il y a une transition toute faite, puisque dans la famille donc Maillet, s'appelle Maillet, Riolo, donc le fameux Daniel Riolo, je vais demander son conjoint, le fameux Daniel Riolo, donc journaliste sportif. On l'avait épinglé à plusieurs reprises parce qu'il se mêle de politique et surtout d'histoire, en faisant du révisionnisme, clair, net et précis, notamment face à Jan Brossa, où il explique que les communistes ont collaboré avec les nazis, avec un rire gras et complètement stupide. Alors, c'est un garçon qui fait beaucoup pour faire parler de lui, voilà. Alors j'étais un peu dur avec lui, car c'est en fait un homme qui sait être fin et raffiné, tout en nuances. Vous allez le voir dans cet extrait, on en reparle juste après. Alors à ce stade, je vais dire un truc, et que les deux, Reims et Lyon, m'entendent bien. Et je vais le redire, et vulgairement. Vous croyez réellement me niquer? Alors on va faire un truc très simple. Monsieur Caillot, Monsieur Prudhomme, qui vous voulez à Reims ou à Lyon? Vous venez dans l'after, puisque vous êtes courageux avec vos petits tweets à la con là. Vous venez dans l'after. Vous vous mettez face à moi, les yeux dans les yeux, et vous me jurez que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et moi, après, je vous montre tous les messages des personnes concernées, des taupes à Reims et des taupes à Lyon. Et là, on va rigoler. Et vous allez me regarder dans les yeux, et je vais afficher tous les messages et tous les SMS sur les réseaux sociaux, et on va voir si vous continuez à ouvrir vos gueules. Bon. T'aurais pu Alors en fait, le fond de l'affaire, on s'en moque un peu. C'est une histoire d'invitation, de protocole entre deux clubs, Lyon et Reims. Sauf que les deux patrons de club, en fait, sur Twitter, après son intervention, ont dit non, pas du tout, on s'entend très bien, tout s'est très bien passé. Ils postent une photo où ils sont tous les deux côte à côte, tout sourire. Je pense qu'il a été vexé, le petit garçon, et que il se remettra et nous aussi. Alors, Caroline Yadan, la députée Caroline Yadan, elle finit par être une de tes figures montantes, Moine. Elle me pose vraiment question. Alors, on était nombreux à se féliciter du départ, du fait que Meir Habib ait été écarté par les urnes de son mandat de député sioniste. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le disait. Je suis le seul député sioniste de France. Sauf que là, on a hérité de quelque chose d'encore pire. Dans la même circonscription. Ouais, la même circo, celle qui regroupe notamment Israël, mais d'autres pays. Sauf que ils sont focus sur Israël et la défense de Netanyahou. Et là, elle va intervenir. Alors, elle a visiblement une chronique sur une radio communautariste, pro-Netanyahou évidemment, et elle va tenir une chronique. Alors d'abord, je me pose la question quand même de savoir si une députée en poste peut tenir une chronique sur une radio, et est-ce que c'est décompté par l'Arcom comme un temps de parole partisan. Enfin, est-ce que surtout la déontologue, alors je sais qu'on est suivi par vraiment beaucoup de députés, parce qu'ils me le disent, ils me l'écrivent, j'aimerais m'adresser aux députés intéressés par cette question. Est-ce qu'ils pensent qu'on peut saisir la déontologue de l'Assemblée nationale sur cette question? Parce que je ne vois pas ce que vient foutre une députée sur une radio, sur une chaîne quasiment, puisque maintenant c'est diffusé, propagandiste, pour tenir des propos absolument délirants, notamment sur Amnesty. Et là, écoutez bien ce qu'elle va dire à propos du rapport d'Amnesty sur ce qui se passe à Gaza. Mais Amnesty International s'est particulièrement illustré la semaine passée par la production d'un rapport pensé pour accabler Israël et par le refus de soutenir Boualem Sansal, détenu en Algérie pour intelligence avec la liberté. Alors on va commencer par le rapport que vous mentionnez, Caroline. Que dit ce rapport ? Il s'agit d'un rapport qui vise à attester l'existence d'un génocide à Gaza afin de nourrir les condamnations internationales qui ne manqueront pas de s'y référer. Seulement voilà. Ce rapport est comme le Canada Dry. Il a l'apparence du sérieux, il a le goût de la neutralité, mais il est en réalité fait de mythes et de slogans sans aucune substance. 6 pages et 2500 caractères qui tiennent en définitive en 2 mots,
manipulation et omission. Le rapport d'Amnesty fait 300 pages. 300 pages. Elle va dire que ça fait seulement 6 pages. C'est quoi le but ? Le but, elle a lu un résumé ? Elle a peut-être lu un résumé, enfin, sauf qu'elle est députée, elle peut se renseigner un tout petit peu. Non, je pense que elle a demandé à ChatGPT le rapport et il lui a fait un résumé. C'est One, c'est collab de lui faire une note. Simplement, je pense que le but, c'est de dire ça a été fait à l'arrache. Par, je sais pas moi, Hassan Soral sur un bout de table, donc un antisémite, un arabe antisémite, sur un bout de table pour expliquer tout le mal qu'il pensait d'Israël sans aucun argument, alors que c'est totalement documenté, totalement argumenté. Vous pouvez le télécharger sur le site d'Amnesty, bien évidemment. Je dis pas ça, c'est pas mon avis, c'est un fait. Et donc c'est de la propagande, c'est de la manipulation de l'information. Je trouve ça extrêmement étonnant, et c'est pour ça que j'en rappelle à la question de la saisine de la déontologue. Je pense que voilà, ce serait pas complètement inutile si ça devait arriver. Je retends la perche aux députés. Et en plus, Amnesty International, les jours pairs, ils sont dénoncés par un certain nombre de groupes d'intérêt, et les jours impairs, ils sont loués. Absolument, notamment sur la fameuse prison qui est taxée. Prison de Setnaya en Syrie. Absolument, qui est taxée d'espèces d'abattoirs humains, c'est le terme exact qui a été employé. Et donc, toutes les chaînes ultra-réac, radio et télé Mille Collines utilisent régulièrement, depuis quelques jours, depuis ce qui s'est passé en Syrie, bien sûr, utilisent le rapport d'Amnesty sur cette fameuse prison. Et là, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, quand c'est Israël, effectivement, comme tu le dis, là, ça pose problème. C'est le fameux deux poids, deux mesures qui se poursuit, qui se perpétue. Éric Nolot, tu l'épingles. Oui, Éric Nolot, donc il s'épingle tout seul en fait ce garçon. Mais bon, là, la rebelote, on est sur TPMP, je suis désolé, mais il s'en est pris à l'ENA Situation. Alors l'ENA Situation. À la fin de l'année, tes bonnes résolutions. Oui, mais j'en referai pour janvier prochain. Éric Nolot, donc, qui est un fraudeur et diffamateur, qui a été condamné pour fraude et diffamation. Il a une autre qualité, c'est que c'est une espèce de mufle qui va s'en prendre à Léna Situation. Donc Léna Situation, si vous la connaissez pas, c'est une fille pour qui j'ai plutôt de la sympathie. C'est une influenceuse, donc elle rentre à ce titre-là. C'est une influenceuse française. Elle rentre à ce titre-là au musée Grévin. Bon, ça mange pas de pain. Ça raconte une histoire, ça raconte une époque. L'époque des influenceurs et des influenceuses. Elle n'est pas à Dubaï, elle est ici. Enfin bon, elle fait des bouquins. Moi, ça me dérange pas du tout. Et en fait, il va s'en prendre à elle à la fois sur son parcours. Ça peut se discuter. Je peux entendre qu'on dise que maintenant les gens qui rentrent ont pas fait à Grévin n'ont pas fait forcément grand-chose, n'ont pas de notoriété avérée sur leur parcours. Elle a 27 ans, mais là, il va en plus s'en prendre à son physique, ce qui est absolument dégueulasse. C'est une muflerie. Ce garçon est un pauvre type, évidemment. Elle n'est pas en plateau, il le fait indirectement. Je vous laisse écouter. Auparavant, pour entrer au musée Grévin, il fallait avoir fait quelque chose de sa vie. Maintenant, on peut n'avoir rien fait de sa vie et entrer au musée Grévin. La preuve par l'ENA Situation. D'ailleurs, je note que la statue l'a bien arrangée également physiquement. Donc, ils sont vraiment très aimables. Écoutez, oui ou non ? C'est vrai, oui, peut-être. Oui ou non ? Peut-être. Oui. Écoutez, je ne sais pas, je ne la connais pas personnellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous la voyez, là ? Oui, vous trouvez qu'elle est mieux en cire qu'en vrai ? Il me semble. Alors, peut-être que l'ENA Situation, alors que objectivement, elle est mimi comme tout, elle est souriante, bon, elle est métisse, alors c'est peut-être ça, elle a un côté métisse, c'est peut-être ça qui dérange Éric Nolot, mais peut-être aussi qu'elle est trop âgée, elle a 27 ans, peut-être qu'elle est trop âgée pour Éric Nolot, qui a importé l'une de ses étudiantes lorsqu'il était prof dans les pays de l'Est, et alors qu'elle était encore mineure. Il ferait bien de pas trop la ramener quand même. Toi, tu as toujours les vieux dossiers, Mourad. Oh là là, on peut plus rien dire, n'est-ce pas ? Allez, de TPMP, d'Éric Nolot, on passe à BFM et à Bruno Jeudi. Nos consoeurs et nos confrères d'Arrêt sur Image avaient révélé, on en avait fait un sujet très large ici, qu'ils avaient, à plusieurs journalistes, dont Bruno Jeudi, reçu ils avaient des échanges avec la collaboratrice de Nicolas Sarkozy pour descendre en plateau une consoeur qui expliquait les différentes affaires Sarkozy, et que Bruno Jeudi s'était fait en fait l'avocat, sans le préciser, l'avocat de Sarko. Et bien là, on se demande s'il est toujours en contact avec cette fameuse collaboratrice de Nicolas Sarkozy, parce qu'il va taxer Mélenchon, qui était juste venu assister au débat au moment de la censure. Écoutez la comparaison qu'il va faire, c'est totalement délirant.
Jean-Luc Mélenchon ne fait jamais rien par hasard. Il soigne toujours sa communication. Et il a décidé d'assister, comme on le faisait sur les places de grève, décidé d'assister à l'exécution de Michel Barnier. Donc rien que ça. La place de grève. Donc je rappelle, la place de grève, c'est devant l'hôtel de ville où on guillotinait clairement les opposants. Enfin, je veux dire, alors il aurait pu le comparer à Robespierre, c'était un peu plus soft. Là, carrément, il vient assister à une exécution à la guillotine. Donc je pense qu'il a officiellement inventé, comme il y a un point Godwin, un point Staline, il a inventé le point guillotine. Je le félicite pour ça, pas vraiment pour le reste. Alors, tu as un flop d'or cette semaine. Oui, un flop d'or parce que là, c'est exceptionnel. Plusieurs fois, je vous ai parlé d'Apolline de Malherbe, qui, en fait, suivant qui elle a en face d'elle, va avoir un comportement X ou Y. Donc, évidemment, elle va être faible avec les forts et fort avec les faibles, sans jeu de mots, puisqu'on va parler d'Olivier Faure. Donc, quand c'est par exemple Manuel Valls, ça va être aux petits oignons. Quand c'est Olivier Faure, là, c'est un peu plus compliqué, et notamment... elle va rentrer sur un terrain extrêmement glissant par rapport à la question de la censure. Elle va mentir, puisque en fait, la gauche n'a pas voté avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national et la gauche ont voté contre le gouvernement pour faire tomber le gouvernement, mais absolument pas ensemble. Qu'elle me trouve une trace de ça. Et pour ça, comme elle n'a pas d'argument technique, pratique, elle va prendre un argument de moraline, comme on dit, un truc moralisateur absolument décalé par rapport à un vrai débat, une vraie interview d'un journaliste face à un politique. Je vous laisse écouter. À vous, aujourd'hui, vous êtes à la tête du Parti socialiste. Où est votre âme ? Vous vous êtes associé aujourd'hui à LFI, avec qui les tensions sont de plus en plus palpables. Et vous avez voté avec le RN. Où est votre âme ? Alors, c'est désormais le moment du microscope et tu as décidé de t'appesantir cette semaine sur Le Figaro, le journal, disons, emblématique de la droite française, un journal a priori plus que respectable, mais a priori seulement. Oui, parce que ça a secoué un peu dans les commentaires, hein, parce que ça a secoué des gens qui sont plutôt... Alors des gens humanistes qui ne sont pas de droite, qui ne sont pas d'extrême droite et qui ont été émus par un passage. Alors ils ont créé une télé qui s'appelle Le Figaro TV, voilà, après plusieurs autres créations, mais je vais vous en parler juste après. Et on a vu débarquer Pierre Manant, qui est venu parler de la régulation des immigrés de confession musulmane. Alors évidemment uniquement de confession musulmane, et expliquer que l'Europe doit avoir un stock qu'elle ne peut pas dépasser. Sinon il y a une espèce de grand remplacement. Il l'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Et que donc, il va falloir penser à réguler. Et donc, on s'interroge évidemment derrière. Alors, c'est dit, vous allez voir, de manière très posée, très calme, quasi scientifique, hein, ou académique. Sauf que, donc, il a un joli costume, il parle bien, la lumière est tamisée, sauf qu'il sort des horreurs dignes de Renaud Camus ou d'autres théoriciens du grand remplacement. Et il va... n'avoir aucune contradiction, et surtout je vous invite, et c'est ça qui m'a posé problème, parce que pour le coup c'est pas uniquement médiatique, hein, c'est pas seulement la critique média, mais je vous demande, à la toute fin de cet extrait, je vous demande de regarder Eugénie Bastier qui va opiner du chef, et c'est ça qui essentiellement me pose problème, mais écoutez évidemment son propos. Il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser.
Alors, ce n'est pas la première fois que ce genre de débat, de discours ont lieu sur ce fameux Figaro TV. D'où ça vient le Figaro TV, en fait? C'est une mode des médias. Alors là, évidemment, le Figaro, c'est de la presse papier au départ. C'est une espèce de mode qui se transforme en dérive. C'est-à-dire que chacun veut créer sa propre chaîne, son propre compte vidéo, enfin un peu comme Brut et compagnie. Ils veulent le faire, mais en courant derrière ce qui se fait de pire. C'est-à-dire derrière les chaînes d'extrême droite, enfin je pense à TV Liberté, enfin toute une série de chaînes comme ça, que je vous invite à ne pas aller voir. Mais venant du Figaro, si vous voulez, je pense que ça raconte quelque chose. Alors Figaro, quand même, c'est le groupe qui a été piloté pendant longtemps par Robert Hersant, qui est quand même un ancien collabo et antisémite notoire, qui était au départ, pendant l'entre-deux-guerres, socialiste et qui est devenu un collabo reconnu comme tel par la justice française. Et donc, il a piloté ça. Donc, ils se sont dit, bon, on part de loin, on part quand même d'un truc avec un collabo. Ensuite, en 86, il y a eu Louis Pauwels, qui était le patron du FIGMAG, je crois, à l'époque, ou le Red Chef, je ne sais plus exactement, mais qui avait parlé de sida mental. Donc, on est en plein dans les années sida. Je défilais à ce moment-là contre la loi de Vaquet, donc il nous avait taxé d'être atteint, cette jeunesse dont je faisais partie à l'époque, j'avais 16 ans, d'être atteint d'un sida mental. Vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est extrêmement violent. Et c'est violent pour nous et c'était violent pour les gens malades du sida. Et qui mouraient à l'époque. Mais qui tombaient comme des mouches. Je veux dire, les soignants au départ n'allaient pas les soigner, mais ce que je peux entendre, ceci dit, mais n'allaient pas les soigner par peur d'attraper le truc. Enfin, c'était un peu, à toute proportion gardée, comme le Covid au départ. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas comment on pouvait l'attraper, pas l'attraper. C'était vraiment très problématique. C'était beaucoup plus mortel. Ah, évidemment, beaucoup plus violent. Ensuite, il y a eu des épisodes divers et variés, notamment plus récemment, Yves Tréhard, qui est un raciste notoire, qui est un inculte politiquement. On l'a prouvé il y a, je crois, 2-3 émissions. Où il pensait que LFI, par exemple, et le PS étaient alliés à la dernière présidentielle. Enfin, je veux dire, le mec, il est responsable d'un service politique. Donc, c'est lui qui dit, je vais descendre, quand je suis dans un bus et qu'il y a une femme voilée, je vais descendre du bus. Et c'est le même qui a refusé avec des arguments totalement hors sol qu'on puisse comparer Zemmour et Dieudonné. Ça aussi, on peut l'écouter. On ne peut pas comparer Dieudonné et Zemmour. Non. Je suis désolé. Yves, non, Yves, excusez-moi. Vous pensez qu'on ne peut pas le comparer? Non. Et moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vous dirai pourquoi. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. C'est pour ça que je lui ai dit. Dites-le, pourquoi il ne faut pas le comparer? Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race. Ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce qu'ils sont ou quoi arabes. Il a été condamné. Hein. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Bref, revenons à Yves Tréhard et aux personnalités comme ça qui incarnent l'antenne, la réputation du Figaro. Alors comme si ça suffisait pas, ils ont créé Figaro Vox. Figaro Vox, alors c'était un site qui permet, alors on peut aller voir, qui permet de faire intervenir des gens comme Eugénie Bastier, donc qui est anti-féministe, qui est une réac de chez réac, et qui est en train vraiment de dériver. Je l'écoutais il y a encore quelques années, 5-6 ans, elle tenait encore un discours à peu près cohérent. Là, elle est partie en vrille complètement sur la France éternelle, judéo-chrétienne, anti-féministe et patriarcale, archaïque, et ainsi de suite. Golnadel, qu'on ne présente plus, qui a été condamné récemment par la mairie de Stein, qui est un pro-Netanyahou, pro-génocidaire, j'emploierai pas de terme particulier, sinon je vais m'agacer. Gilles Kepel également, ou alors Bock-Côté, l'espèce de luberlu venu du Québec. Donc ça suffisait pas. Donc ils ont créé autre chose encore. Ils ont mis sur les réseaux sociaux à partir, alors je crois que c'était l'été dernière, l'été de l'année dernière, pardon. Je crois qu'ils ont mis en ligne une série de vidéos absolument extraordinaires. Donc c'est face caméra, c'est un peu comme Brut, je le redis. Et là, ils vont faire intervenir des révisionnistes, comme cette historienne officiellement, qui va tout simplement réhabiliter Franco, le dictateur espagnol. Je vous laisse écouter un extrait. Mais il s'est intéressé à l'approche de l'anniversaire de la guerre civile espagnole en 1996 aux archives de son propre camp, aux archives de la gauche. Et là, m'a-t-il dit, quelle n'a pas été ma stupeur de voir que cette gauche, en fait, revendiquait depuis 1931 la guerre civile, la violence, que le PSOE, Parti socialiste espagnol, disait que pour vaincre le capitalisme, il fallait avoir recours à la violence la plus radicale, et que, en fait,
la responsabilité entière de la guerre civile incombait à la gauche. Le général Franco, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui avait été exilé par le gouvernement de gauche dans les îles Canaries, accepte enfin de se joindre au coup d'État qu'il avait essayé de refuser, parce que Franco préférait une voie légale, préférait que ce soit le gouvernement qui rétablisse l'ordre. Donc c'est ce qu'on peut appeler littéralement une espèce de dérive. Je suis désolé, mais je reviens à ma fenêtre d'Overton médiatique. C'est-à-dire que là, ils sont en train de courir après les médias d'extrême droite et ils essayent de faire le plus trash, le plus horrible possible, le plus provoquant possible, le plus près de Zemmour possible. Et ils vont parallèlement, alors là c'est Figaro Madame, hein, donc ils sont encore dans ces triples-là, eux. Ils ont Figaro Madame, ils sont dans le truc, il y a des trucs pour les femmes, des trucs pour les hommes. Ce qui intéresse les hommes n'intéresse pas forcément les femmes, la politique, ça n'intéresse pas les femmes. Et donc ils vont prendre, pour le coup, le chemin politique de la famille Sarkozy par la fille. Alors, vous allez voir une gamine de 13 ans, ils vont l'hypersexualiser. C'est-à-dire qu'ils vont en faire une femme, alors qu'elle a 13 ans, la gamine, et ils vont employer des termes qui sont complètement délirants. Je vous laisse regarder la capture d'écran. Donc je me demande, aujourd'hui, le Figaro appartient au Dassault. D'accord, au groupe Dassault. Et quand je pense à Marcel Dassault, le père fondateur, hein, pas le fils, hein, qui n'a pas la fin de race, qui aimait tellement la démocratie, qui payait les gens pour aller voter, l'ancien maire de Corbeil-Essonnes. On fait avec les armes qu'on a. Oui, puis c'est bien de payer les gens pour aller voter. Hein. Quelqu'un qui est passé quand même par Buchenwald, qui a été sauvé par Marcel Paul, le futur ministre qui est communiste, qui va créer le EDF, notamment. Et Marcel Dassault va être tellement reconnaissant au Parti communiste à l'époque, quand même, il était de droite, lui. Hein. Il va être tellement reconnaissant au Parti communiste. Alors en même temps, Marcel Paul lui a pas prêté sa perceuse. Hein. Il a quand même sauvé la vie. Donc je peux entendre qu'il soit quand même reconnaissant. Mais il va financer pendant des années, voire des décennies, l'humanité tous les ans, par reconnaissance, mais un peu comme l'a fait Jean Ferrat. Enfin voilà, Jean Ferrat qui a été sauvé par un couple d'une famille communiste, sera jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle, sera aussi reconnaissant au Parti communiste, et voilà, avec sa position, sa posture que l'on sait. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, le Figaro, ils sont en train de faire un 300 points, si vous connaissez un peu le bowling, ils sont en train de faire un 300 points, c'est-à-dire que le 300 points, c'est le nombre de points maximum de tous les strikes, en fait. Si vous faites tous les strikes, et là, ils sont en train de faire 12 strikes d'affilée sur chacun de leurs médias et de leurs extensions, et je trouve ça très dommageable pour... Voilà, un journal qui mérite peut-être de rentrer dans un débat un peu plus apaisé et de ne pas courir après CNews, de ne pas courir après Valeurs Médiévales et d'autres médias d'extrême droite. On passe au coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur, il est très particulier parce que généralement c'est un bouquin, c'est très précis, c'est des photos et ainsi de suite. Et là, c'est Laura Dany. Alors c'est une artiste éclectique. Alors pour le coup, elle vole pas ce titre. Je l'ai rencontrée sur le stand des médias indépendants de la Fête de l'UMA. On a parlé pendant 3 heures, je crois, au moins 3 heures, parce qu'elle était absolument passionnante de culture, de connaissance du monde qui l'entoure, et puis de curiosité. Elle m'a fait penser à Scriabine, donc le compositeur Scriabine, Alexandre Scriabine, qui lui, alors pour la petite histoire, il commençait ses repas par le dessert. Voilà, je trouve ça marrant parce que du coup, ça montre qu'il a envie de se détacher. Et Scriabine, en fait, voyait la culture et les arts comme une espèce de diamant avec plusieurs facettes, et il voulait embrasser chacune des facettes. Et elle, c'est un peu ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle veut pas se cantonner seulement à la peinture, à la photo, à la danse, à l'expression orale et ainsi de suite. Elle veut tout embrasser, et donc je pense qu'elle y arrive plutôt pas mal. Elle lance Art Up, qui est un mélange des arts et des cultures. Alors voilà comment elle le définit. Mon art est une quête de liberté et d'émerveillement avec une touche d'irrévérence. À travers mes créations et mes actes up, mes expos en musique et performances live, je cherche à réenchanter le quotidien et à offrir un espace où chacun peut s'exprimer librement et où nous pouvons nous inspirer les uns des autres. Donc c'est à la fois participatif et créatif, et je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. La seule limite qu'elle se met, c'est de bloquer, de stopper l'imagination. Donc l'imagination et encore l'imagination. Elle sera donc en intervention, en happening, en art-up au Dissident Club de Paris. C'est 58 rue Richer, du 11 décembre au 2 janvier. Il y a un vernissage ce soir, donc mercredi, à 21h, si vous avez encore le temps d'y aller, j'espère. Et c'est du mardi au samedi jusqu'au 2 janvier.
donc toutes les infos sont à retrouver sur son compte Instagram dont nous vous montrons une capture d'écran. Et c'est l'heure des remerciements. Absolument, les fameux remerciements. Je vais être bref car l'heure tourne. Je voudrais remercier Mamie Bleue, pas Mamie Blue, Mamie Bleue du Tournesol, qui est un bar qui est pas très loin d'ici, qui est près de chez ton coiffeur, je crois, Théo, de Montreuil, qu'on appelle aussi Narval-Hollande. Je savais pas, je connaissais pas cette appellation pour Montreuil. Tu savais ça ? Non. Narval-Hollande. Bon. Farid de la Croix de Chavaux, toujours ici. Chiun, alors CHIUN 31 000 sur Blue Sky. On reparlera de Blue Sky parce que c'est intéressant cette histoire. Slimane, le Viking du Bled. Alors pourquoi le Viking du Bled ? Parce qu'il habite en Norvège, cet enfoiré. Donc j'espère que je le croiserai peut-être l'année prochaine puisque je dois y retourner. Mais il a une chance absolument inouïe et ses copains Dany et Mustapha qui sont des fans de cette chronique. Pascal de Brest que j'espère retrouver très rapidement puisque je vais en Bretagne, pas loin de Brest justement pour parler un peu des médias. Laura de Bussy-Saint-Georges que j'ai croisé il y a quelques heures, qui suit aussi cette émission. Cantoire également de Montreuil, décidément. Montreuil, il y a beaucoup de gens très sympathiques. Béatrice Audin-Lamy qui est créatrice du Cercle d'études et de recherche des humanités et cultures africaines. J'espère qu'on aura l'occasion, enfin tu auras l'occasion, ou vous aurez l'occasion de la recevoir ici. Ce serait vraiment très intéressant. L'émission Décrypter l'Afrique. Absolument. Et je rappelle que sur le site, sur la chaîne YouTube du média, il y a une partie Centrafrique de vidéos spécifiques aux questions des rapports entre la France et l'Afrique. Et un spécial, alors c'est pas un remerciement, c'est une dédicace spéciale à Wael Al-Dadou qui nous a émus à son corps défendant, le pauvre, qui est journaliste palestinien et qui vient de recevoir le prix du courage de Reporters sans frontières. Donc voilà, à travers lui, je rends évidemment hommage à la grosse centaine de journalistes palestiniens qui n'ont pas perdu la vie, comme dit France Info, mais qui ont été assassinés par l'armée génocidaire israélienne. Merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur notre site internet. On rappelle que le Média, votre Média, est en campagne de dons. Nous ne vivons que des abonnements et des dons de soutien de celles et ceux qui l'aiment et qui le regardent. On rappelle également qu'un des enjeux de cette campagne, c'est d'avoir 2 moumous pour le prix d'un, c'est-à-dire l'œil de Moumou et l'invité de Moumou. Donc si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.